Bonjour à tous et à toutes, je suis aujourd'hui avec François. Bonjour Salut François. Chloé. Qui va nous parler aujourd'hui de l'allocation universelle. Alors tu viens de finir ta thèse sur le sujet et aujourd'hui tu es candidat à la Chambre pour écolo à la 10e place. C'est ça. Alors aujourd'hui on va te poser une série de questions et on va commencer par la base. Dis-nous ce qu'est pour toi l'allocation universelle. Est-ce que tu en connais différentes versions et comment elles se différencient? Et pourquoi tu la défends et pourquoi en tant que parti écolo la défend? D'accord. Alors tout d'abord, il faut voir l'allocation universelle en opposition au type de revenu minimum qui existe dans la manière dont c'est conçu. Quand on octroie un revenu minimum, c'est-à-dire le dernier filet de la sécurité sociale en général dans l'Union européenne, dans les pays, les États membres qui ont un certain niveau de sécurité sociale et qui octroient ce type en tout cas de revenu, ce revenu est basé sur la composition du ménage. Il est basé sur un certain nombre de conditions, des conditions de volonté, de disposition à travailler ou de disponibilité à l'emploi, et une condition de ressources. C'est-à-dire qu'on va vérifier, en fonction du montant des ressources disponibles dans un ménage, si la personne ou le ménage a droit à ce type de revenu minimum. L'allocation universelle, qu'on appelle aussi revenu de base ou revenu d'existence, on pourra y revenir, a trois caractéristiques qui s'opposent finalement à cette conception du revenu minimum. La première, c'est le fait qu'il est accordé à toute personne membre d'une communauté politique de manière universelle, sans condition de ressources, donc on ne s'intéresse plus, en tout cas au préalable, aux ressources disponibles des personnes, de manière inconditionnelle, donc sans considération de la volonté ou non de trouver un emploi, et de manière totalement individuelle. Alors, il y a plusieurs versions de cette idée. Il y a on peut, pour caricaturer un peu, dire qu'il y a des versions de droite et de gauche. Une version de droite va avoir tendance à vouloir simplifier l'ensemble de la sécurité sociale, remplacer donc tous les mécanismes existants d'assurance ou d'assistance par une allocation unique. Les montants sont en général relativement faibles, parfois se rapprochent du seuil de pauvreté, mais l'idée c'est de garder un incitant important pour que les personnes continuent à travailler et essayer de finalement désengager l'État, de réduire au minimum la place de l'État dans les questions de réduction des inégalités et de l'organisation des mécanismes de solidarité. Et puis il y a une version plus à gauche qui peut évidemment là aussi se décliner sous différentes façons, mais qui va avoir en tout cas tendance, dans les propositions qui sont les plus récentes en tout cas, à vouloir intégrer un pilier supplémentaire à la sécurité sociale telle qu'elle existe, c'est-à-dire qu'à côté des piliers de l'assurance, on pense par exemple à l'assurance chômage, ou des piliers de l'assistance, en Belgique on pense au type de revenu qu'octroie le CPAS, par exemple le revenu d'intégration sociale. À côté de ces piliers-là, il y aurait un pilier de l'inconditionnalité, qui est le pilier du revenu de base, qui viendrait s'intégrer. Alors, à partir du moment où on intègre un pilier supplémentaire, il y aura évidemment un certain nombre de choses qui seront remplacées, jusqu'à hauteur du montant de ce revenu de base-là. On verra plus tard les questions de financement, mais ce qui est important, c'est de se dire qu'ici, il n'a pas vocation à remplacer la sécurité sociale, mais à s'y intégrer. Et il fonctionne selon une logique très différente de l'assurance, qui est une forme de moyen de s'indemniser les uns les autres face à des risques, ou de l'assistance, qui est finalement le filet de dernier recours pour les personnes en situation de précarité. Là où ça diffère, c'est en disant tout citoyen, toute personne reçoit, toute personne là on peut définir si c'est citoyen ou résident, il y a différentes façons de le voir aussi, je pourrais clarifier après, mais en tout cas toute personne membre d'une communauté politique va recevoir ce revenu de base au sens où il est citoyen qui prend part à cette société ou à cette communauté politique. Personnellement, pour avoir vu pour avoir étudié la question dans le détail, je vois vraiment qu'il y a des risques importants avec cette idée, c'est-à-dire que derrière quelque chose de très simple qui apparaît révolutionnaire, le fait de pouvoir octroyer à tout le monde de quoi un revenu qui permet de s'émanciper, il y a évidemment, comme le dit l'expression, un certain nombre le diable est dans le détail, et donc un certain nombre de risques qu'on évoquera certainement par la suite. Et donc la version que je défends, et ça tombe bien, c'est celle que défend Écolo aussi, c'est celle d'intégrer effectivement un pilier complémentaire à la sécurité sociale.
Ok. Moi, je me pose une question et je pense que je ne suis pas la seule. Puisque c'est inconditionnel, en quoi est-ce que ça va s'attaquer profondément aux inégalités et en quoi, en fait, ça serait plus efficace de mettre en place une allocation universelle que d'augmenter les minima sociaux existants? Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer. D'abord, le fait d'augmenter les minima sociaux. Personnellement, et c'est dans le programme d'écolo aussi, nous sommes favorables au fait de relever les minima sociaux au minimum au niveau du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des allocations qui sont attribuées aux personnes, que ce soit dans le cadre de l'assurance chômage ou dans le cadre surtout du revenu d'intégration sociale, qui sont à des montants inférieurs au seuil de pauvreté. Donc on est en train de vouloir finalement aider les personnes à sortir de la précarité tout en leur donnant un revenu qui ne leur permet pas d'en sortir complètement. Donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut en priorité, j'ai envie de dire, auquel il faut s'attaquer en priorité, qui est le fait de relever le montant des minima sociaux. Ensuite, ce qui pose problème, on va dire, en termes d'inégalité pour la question du revenu de base, ce n'est pas tant qu'il soit inconditionnel par rapport au marché de l'emploi, mais c'est qu'il soit inconditionnel par rapport aux ressources. Et donc c'est l'aspect universel finalement de l'idée, c'est le fait de donner à tous de manière, ou à toutes et à tous de manière indifférenciée. Là, la question de voir comment est-ce que le revenu de base va être capable finalement de s'attaquer aux inégalités ou pas, va se produire elle va être résolue, si je puis dire, par la manière dont il va être financé. Donc il y a deux choses en fait. Il y a d'abord l'aspect, on donne à tout le monde dès le départ, et on va réduire, si je puis dire, une partie des inégalités parce que les personnes qui ont le plus besoin d'un revenu vont le toucher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le taux de non-recours, c'est un problème, c'est des personnes qui ont un droit à un revenu minimum d'intégration sociale, un revenu minimum, qui ne le touchent pas effectivement. Différents types de raisons qui expliquent ça, mais que ce soit la volonté finalement de ces personnes de ne pas aller demander une aide au CPS par peur de la stigmatisation, le dédale administratif stigmatisant, etc., qui complexifie finalement les démarches, parfois une exclusion parce qu'on ne rentre pas dans telle ou telle catégorie. Donc il y a tout un pan de raisons qui expliquent que les gens qui pourraient être bénéficiaires de leurs droits ne le touchent pas effectivement. Donc on parle de non-take-up en anglais, c'est-à-dire de non-recours, mais c'est plus que le non-recours, c'est le non-accès, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas faire la démarche, mais il y a aussi des gens qui la font et qui n'y ont pas forcément accès, pour justement, dû à ces catégories parfois très très restreintes aussi pour l'accès, et puis le risque de sanctions aussi qu'on ne veut pas dans lesquelles on ne veut pas risquer de s'embarquer, ou voilà. Donc toutes ces raisons expliquent qu'il y ait en gros un nombre important de personnes qui pourraient avoir accès à un revenu qui ne le touche pas. Donc en donnant de facto à ceux qui en ont le plus besoin un revenu, on s'assure déjà au moins que ces personnes obtiennent de quoi subvenir à leurs besoins. Ça, c'est pour ce qu'on pourrait appeler un aspect suffisantiste, c'est-à-dire s'assurer que tout le monde ait un minimum d'existence pour pouvoir vivre une vie à un niveau décent. Mais après, ça c'est vraiment, augmenter la base la plus basse des revenus, mais après il y a la question de la redistribution. Et donc, comment se répondre à la question des inégalités, lutter contre les inégalités, c'est en faisant en sorte que le mécanisme de financement puisse redistribuer les richesses. Alors là, on peut évidemment penser à la redistribution via l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire via la part prélevée sur le salaire, en étendant la progressivité de l'impôt, de manière à ce que les plus riches finalement vont recevoir ce revenu de base à la fin de chaque mois, mais vont finalement contribuer pour leur propre revenu de base et une partie de celui des autres. Et donc même si tout le monde le reçoit dès le départ, il y a un mécanisme de redistribution qui se fait ex post, donc à la fin de la période fiscale. Il y a évidemment d'autres façons de financer ce revenu de base, qui peuvent être d'ailleurs complémentaires à l'impôt des personnes physiques, et qui s'attaquent évidemment aux inégalités. Si on taxe le capital, qui est aussi l'une des sources majeures de croissance des inégalités, eh bien on utilise à la fois un mécanisme de redistribution,
qui réduit les inégalités, et on favorise aussi un mécanisme d'émancipation, j'y reviendrai aussi, qui est le revenu de base. On peut encore penser évidemment à d'autres choses liées à la réflexion, le financement en tout cas du revenu de base aux questions écologiques, en pensant aux taxes carbone, aux questions financières, en pensant à la taxe sur les transactions financières. Donc on peut même aller sur les produits de luxe, etc. Il y a énormément de panels de possibilités qui permettraient de financer cette allocation, qui à la base paraît finalement ne pas s'attaquer aux inégalités, et qui en fin de compte, à travers le mode de financement qu'on utilise, pourrait s'y attaquer de manière drastique et plus efficace potentiellement. Mais donc il ne faut pas opposer le relèvement des minima sociaux et l'allocation universelle. Par contre, il y a une vraie question de l'enjeu du financement pour pouvoir s'attaquer aux inégalités. Ok, tu parlais tout à l'heure des risques qui sont liés à l'instauration d'une allocation universelle. Moi, je pense à une en particulier, mais tu me diras ce que tu en penses. C'est celle des rapports de genre et de la fragilisation potentielle que ça peut amener sur le marché de l'emploi des femmes, qui si un des deux salaires dans un ménage n'est plus vraiment nécessaire parce qu'il y a le revenu universel, ça soit les femmes qui se, entre guillemets, sacrifient. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu vois d'autres dangers ? Alors d'abord pour cette question-là, il y a effectivement un gros problème en termes d'inégalité homme-femme sur le marché du travail. La part par exemple du travail à temps partiel involontaire est majoritairement occupée par les femmes, et donc l'accès à un certain nombre de droits sociaux, à un revenu décent, à une pension décente, etc. Est évidemment aussi défavorable aux femmes. Le fait d'octroyer un revenu de base de manière individuelle peut avoir un effet bénéfique sur le plan de l'indépendance des femmes par rapport aux hommes en termes de ressources financières, c'est-à-dire que des personnes qui seraient potentiellement déjà confinées à la maison, si je puis dire, indépendamment de leur volonté, parce qu'il faut aussi ne pas oublier que certaines le font quand même aussi par choix, pourraient se libérer, si je puis dire, aussi d'une certaine dépendance financière par rapport à leur mari. Maintenant, à côté de ça, si effectivement, comme tu le disais, il y a un choix qui doit s'opérer, il est possible et il est fort possible que dans le cadre culturel dans lequel on est encore, ce soit aussi défavorable aux femmes. Donc c'est une question qui est très sérieuse et que je ne prends pas à la légère. Mais l'allocation universelle n'a pas vocation à résoudre tout toute seule. C'est-à-dire que les bénéfices, les avantages de cette mesure ne pourront être finalement que véritablement émancipateurs si elle s'intègre dans un certain nombre d'autres mesures. Donc si aujourd'hui on se dit, à toute autre chose étant égale par ailleurs, on introduit un revenu de base, on aura certainement des effets positifs pour les unes, négatifs pour les autres. Mais si on veut s'assurer que ça n'est pas un effet de retour à la maison, si je puis dire, il faut absolument qu'il y ait d'autres politiques qui encadrent le revenu de base, et je pense à des politiques à la fois sur la répartition de la charge de la parentalité, donc par exemple un congé de parentalité pour les hommes qui soit bien plus important, de manière aussi à permettre justement qu'il y ait ce genre de mesures qui accompagnent les choix par rapport au travail, parce qu'il y a une inégalité fondamentale de ce côté-là. Il faut des mesures aussi sur le marché du travail lui-même, évidemment en dehors du fait qu'il faut renforcer le cadre législatif pour faire en sorte que la supervision, si je puis dire, pour faire en sorte que à travail égal, salaire égal, il y a aussi des mesures potentielles en termes de quotas qui permettent par exemple d'avoir plus de femmes dans les comités de direction, d'espérer du coup que ça ait un effet domino, si je puis dire, sur les emplois qui sont en dessous de ces comités de direction, plus de femmes dans la fonction publique, etc. Donc ces mécanismes aussi doivent accompagner des mesures comme le revenu de base. Et puis il y a évidemment les questions d'éducation. Le chantier est vaste sur ce sujet-là, mais je ne partirai pas perdant en disant on abandonne le revenu de base parce qu'il est de facto un mécanisme de retour des femmes à la maison. Je pense que c'est au contraire une fausse réponse, et qu'il faut plutôt réfléchir à comment l'intégrer dans un panel de propositions. De la même façon que la question de la redistribution est essentielle, la question des politiques de genre sont essentielles pour l'accompagner. Et alors, oui, il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres dangers ? Mais en fait, les autres dangers sont pour moi liés aux différentes formes de revenus de base. Donc jusqu'à présent, j'ai évoqué le fait qu'il y avait une vision plus de droite qui
viserait à remplacer la sécurité sociale. Évidemment, si on a une vision qui remplace la sécurité sociale et qui donne un revenu de base d'un montant très faible, on risque de créer finalement une armée de travailleurs précaires qui sera obligée, pour compléter son allocation de base, de prendre un emploi. Et donc les effets émancipateurs de vouloir se libérer finalement, développer un plus grand rapport de force avec l'employeur, avoir une plus grande autonomie de choix sur le marché du travail, sera réduit parce que on a un montant trop faible. Mais si ce montant, même faible, est intégré à un mécanisme de sécurité sociale complémentaire, à ce moment-là, on réduit évidemment tous ces risques-là. Donc encore une fois, derrière une idée simple, il y a une complexité importante, et c'est pour ça, en tout cas, que chez Ecolo, le projet s'inscrit dans une perspective de réforme de la fiscalité, qui doit être redistributrice, de politique de genre, et qu'elle n'entend certainement pas supprimer la sécurité sociale, et encore moins les services publics, qu'il faut d'ailleurs développer davantage aussi. Parce que la question de l'inclusion, évidemment, dépasse largement aussi la question du revenu. Ok, prenons la question d'un peu plus haut. Est-ce que tu penses que ça pourrait fondamentalement changer le rapport qu'a la société avec le travail, avec la méritocratie au sens large? Alors, l'idée qu'il y a pour bon nombre de défenseurs du revenu de base, qui la sous-tend, c'est que le travail a une place extrêmement importante dans notre vie et qu'il faut peut-être le repenser. Ça ne veut pas dire que la place du travail dans l'insertion sociale, dans le besoin de reconnaissance de soi est obsolète, certainement pas. Par contre, il y a peut-être une manière de redéfinir ce qu'est, quelle est la place finalement du travail de manière générale, au sens quel est le type d'activité que l'on veut exercer. Donc là, si on a un montant suffisant pour vivre, l'un des arguments c'est de dire qu'on pourra plus facilement choisir le type d'activité qu'on veut, qu'on pourra potentiellement faire des choix d'études qui vont mener vers des emplois qui nous donnent plus de sens, plutôt que de courir vers des emplois qui parfois sont peut-être valorisés socialement, mais ne sont pas forcément des emplois qui nous donnent du sens à notre vie. On pense à ce qu'on appelle les bullshit jobs. Il y a aussi la capacité aussi de sortir peut-être d'une certaine façon de la sphère du marché en développant des activités autonomes, des activités de maraîchage. Il y a énormément d'activités de ce style qui se développent. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que le salariat ou que le travail à temps plein pendant toute une carrière dans la même entreprise n'est pas un bon travail. Il s'agit simplement d'élargir le panel des possibilités de choix. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut repenser évidemment notre rapport au travail. On peut potentiellement se dire qu'on veut réduire son temps de travail, qu'on veut changer de type d'activité, etc. Sur ce point-là, il est aussi important de dire, encore une fois, et c'est aussi dans notre programme, que la réduction du temps de travail qu'on peut décider volontairement à travers le revenu de base, c'est une chose, et c'est une chose essentielle, mais pour nous, elle est largement insuffisante, et il faut qu'il y ait une réduction du temps de travail qui soit collective. Il y a d'ailleurs une proposition très claire chez nous, c'est de dire qu'il faut instaurer la semaine de 4 jours et 32 heures, c'est-à-dire 32 heures réparties sur 4 jours, et non pas de manière plus flexible sur l'ensemble de la semaine, de manière à ce que l'ensemble de la société réfléchisse aussi à la place du travail dans son fonctionnement, et ça va même plus loin, c'est le rapport aussi à la question de la croissance économique, etc. J'y venais justement. À t'écouter, on dirait que l'allocation universelle, ça peut être un allié pour aller vers une société post-croissante, voire décroissante. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors en fait, il y a vraiment deux arguments qui s'opposent. D'une part, en disant qu'on donne un revenu de base à chacun et qu'on permet des choix de vie, qu'on permet de sortir d'une certaine façon de l'obligation de travailler pour autant que le montant soit suffisant. On a la capacité du coup de développer toutes sortes d'activités qui sont hors de la sphère marchande, hors du coup de la course à la production et donc au fonctionnement de la société par l'obligation de courir derrière la croissance qui est finalement notre boussole actuelle. Et de l'autre côté, on peut rétorquer que ce n'est pas forcément un outil de sortie d'une société de croissance, parce que ça peut être une forme de subside à la consommation. Si on reçoit un certain montant important, et surtout pour des personnes qui sont dans des situations plus précaires, qui ont moins tendance du coup à épargner, on va potentiellement dépenser davantage, et donc on n'est pas forcément dans une société post-croissance. Donc encore une fois, si on regarde les choses de manière statique, c'est-à-dire qu'on prend une photo en disant on introduit le revenu de base dans la société telle qu'elle est maintenant, tout de suite sans faire d'autres changements,
on ne sait pas exactement si ça va avoir des effets plutôt bénéfiques ou négatifs. Mais à partir du moment où on réfléchit, comme je le disais, à l'introduction de cette proposition dans le cadre d'une réflexion sur la réduction du temps de travail, dans le cadre de toutes sortes de politiques qui visent finalement à réduire notre impact sur la biodiversité, sur le climat, etc. Dans le cadre aussi d'indicateurs qui sont finalement la boussole de notre société. Si on remplace le PIB par un panel d'indicateurs qui permettent finalement de dire le progrès d'une société, ce n'est pas juste la croissance du PIB, mais potentiellement d'autres outils qui vont replacer des facteurs humains et environnementaux au centre de notre vision du progrès en tant que société, alors on a un ensemble cohérent dans lequel le revenu de base peut s'intégrer pour justement favoriser une société qui soit sortie de la religion de la croissance. Mais il y a quand même, et c'est là que la proposition écologiste prend son sens, il y a vraiment 3 grands principes à avoir en tête. D'une part, nous voulons une société qui fonctionne dans les limites écologiques de la planète, puisque nous ne voulons plus faire grandir le gâteau à tout prix, il faut en redistribuer les parts, et donc le revenu de base est l'une des façons potentielles de les redistribuer, avec toutes sortes d'autres politiques évidemment. Et pourquoi un revenu de base plutôt que d'autres formes de redistribution? Parce qu'il y a une certaine vision aussi de l'autonomie, c'est-à-dire une société post-croissance à laquelle on aspire, c'est une société où chacun a sa place en tant qu'individu, ses propres choix personnels, peut faire des choix par rapport à sa vie sociale, associative, prendre soin de ses proches, etc. Mais aussi autonome au sens de la participation dans la société, à la vie démocratique. C'est-à-dire que nous voulons construire la société post-croissance, la société de demain, sur base d'un certain nombre de balises, et l'individu et les individus qui font société doivent avoir leur capacité de participer pour pouvoir amener cette société vers l'après. Et donc il y a vraiment une vision importante aussi de dire, qui consiste à dire, nous voulons aussi permettre à chacun, les individus sont les artisans aussi de ce changement. Donc il y a évidemment un État qui doit avoir des politiques fortes en termes de régulation du marché. Il faut repenser la manière dont les théories économiques elles-mêmes fonctionnent, quelles sont leurs hypothèses, et là il y a beaucoup à dire aussi, mais on va peut-être pas s'écarter du débat. Et on viendra aussi à la question du contexte européen plus tard, mais il y a vraiment cette volonté de dire les citoyens sont parfois visionnaires au-delà du politique, et donc il faut encadrer aussi ces possibilités-là. Il faut que la décision collective de quel est le projet de société vers lequel on veut aller soit favorisée par l'ensemble des individus et donc par leur capacité de participer. Ok. Je pensais à une critique entre guillemets facile qu'on peut faire à l'allocation universelle, c'est mais comment on la finance, sur qui va reposer finalement le poids de ce financement, et donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, comme je disais, il y a différents types de sources de financement qu'on peut utiliser. J'avais mentionné la redistribution par l'impôt, les revenus du capital, j'ai parlé aussi de taxes carbone, etc. Mais on peut même aller plus loin en parlant aussi d'une taxe sur tout ce qui est automatisé aujourd'hui, c'est-à-dire les robots, les algorithmes, et donc finalement une partie de ce qui est en train de remplacer des emplois. Alors on ne sait pas exactement quelle va être la part des emplois qui vont être remplacés par l'automatisation, ces algorithmes, etc. Certaines études disent que 10% des emplois vont être remplacés, d'autres disent plutôt que ce sera de l'ordre de 30 ou 40%, et que ces emplois vont être remplacés autant pour des personnes qui sont qualifiées, enfin davantage pour des personnes peu qualifiées sans doute, mais cette fois-ci aussi pour des personnes qui sont qualifiées, ce qui diffère fondamentalement des révolutions industrielles précédentes. Et donc là-dessus il y a évidemment une croissance des inégalités aussi, parce que lorsque l'emploi est remplacé, c'est ceux qui sont les détenteurs du capital qui en tirent les bénéfices dus à l'accroissement de productivité. Donc si on veut penser à une société qui dit le travail a évidemment sa place en termes d'insertion sociale, mais il ne doit pas être forcément on ne doit pas vivre pour travailler.
l'une des façons de le financer, c'est aussi en taxant les machines ou les algorithmes et les robots. Ça, c'est pour donner des pistes de financement. Pour moi, il faut absolument qu'il y ait un lien très cohérent et très clair entre la justification qu'on fait de l'idée, le projet, les balises dans lesquelles il est placé, c'est-à-dire comment il s'intègre à la sécurité sociale, et le financement qui puisse finalement aller de façon cohérente avec les principes et avec la mise en œuvre de la politique. J'ai donné des pistes donc, de financement, mais on peut aller évidemment dans le détail en se demandant quel taux de taxation, comment est-ce que on va finalement distribuer l'impact. Évidemment, là aussi, grosse balise, ça doit être les personnes les plus fortunées qui contribuent le plus. C'est un principe de redistribution. Si on veut aller dans le concret, parce que je pense que c'est ça qui est attendu, la proposition qui est faite par Ecolo aujourd'hui, ce n'est pas de donner un revenu de base à tout le monde, et ce n'est pas de donner un revenu de base d'un montant suffisant pour vivre. La logique qui a été choisie comme une première étape, c'est de dire on donne un revenu de base aux jeunes de 18 à 26 ans. On commence par ce public-là parce que c'est un public qui est particulièrement touché par les questions de chômage, par les questions de précarité, par l'exclusion d'un certain nombre d'allocations. Et donc on veut favoriser la réinsertion aussi sur le marché du travail, la possibilité d'avoir un revenu de remplacement, mais ça dépasse la question du travail ou de la pauvreté, c'est aussi favoriser justement toutes ces énergies qui peuvent se mobiliser pour être acteurs de cette transition, qui peuvent faire des choix d'études plus importants, etc. Ou des activités autonomes dont on parlait. La proposition de financement qui est donnée, c'est de dire on va remplacer, donc le revenu de base serait de 450 à 600 euros. On va remplacer du coup jusqu'à cette hauteur-là le montant du revenu d'intégration sociale, et il remplacerait aussi les allocations familiales qui sont données pour les jeunes de plus de 18 ans. Donc ça, c'est les deux pistes concrètes. Il y a, les internautes ou les spectateurs verront que je n'élude pas les questions problématiques. Il y a un certain nombre d'écueils ou de potentielles tensions lorsqu'on a aujourd'hui les allocations familiales qui sont données aux parents ou à la mère en l'occurrence. Il y a potentiellement un risque, en le donnant maintenant finalement aux jeunes directement, d'opposer deux principes. Celui, si je puis dire, du droit de l'enfant et celui du droit familial ou du droit de la mère d'intégrer finalement les allocations familiales à leur propre budget. Et donc on en revient aussi à la question du genre. Alors d'abord dire que c'est déjà un problème qui existe dans le cadre des allocations sociales actuelles, puisqu'un revenu d'intégration sociale, donc pour rappel, qui est le revenu minimum qui existe en Belgique, il y a différents types de taux qui sont octroyés, et en particulier le taux cohabitant, le taux isolé et puis le taux famille à charge. Et donc lorsqu'un enfant qui était à charge de sa mère obtient à 18 ans, il passe finalement les rapports de la distribution du RIS, du revenu d'intégration sociale, sont modifiés. Le taux cohabitant fait son apparition, et donc un revenu qui était autrefois octroyé à la mère va être ensuite octroyé aux jeunes, qui ne va pas forcément participer au budget familial. Donc il y a déjà actuellement des risques de conflits intrafamiliaux. Donc la question du financement du revenu de base par l'allocation familiale peut être problématique, mais encore une fois, si c'est vu de manière statique, c'est-à-dire que si on n'a pas supprimé le taux cohabitant, et Ecolo est pour l'individualisation des droits, c'est-à-dire le fait qu'on ne va plus octroyer ce revenu minimum en fonction d'avec qui on habite, mais plutôt sur base individuelle. Si on n'a pas fait ces changements-là, on est évidemment dans un cas où on oppose les deux principes que j'énonçais. Si par contre on a déjà fait ce changement, ça veut dire que il y a plus la mère qui bénéficiait de ces allocations familiales en plus du taux famille à charge pour s'en sortir, va déjà avoir un taux plus important au moment où l'enfant aura 18 ans, en restant à un taux isolé plutôt que
à un taux cohabitant. Donc on a déjà un manque qui est compensé. Ensuite, la question des conflits intrafamiliaux liés au fait que les jeunes ne participent pas à leur budget existe déjà et ça a des écueils importants aussi parce que on sait qu'il y a des familles qui vont demander à leurs enfants d'aller vivre ailleurs, de se domicilier ailleurs pour s'assurer qu'ils pourront garder un taux isolé plutôt qu'un taux cohabitant. Et donc il faut essayer de réfléchir à tout ça pour que ce soit évidemment au mieux par rapport au risque. Mais ici, on a une certaine vision aussi de l'émancipation des jeunes et évidemment pour faire en sorte que ça n'est pas un problème pour les mères et en particulier les mères monoparentales, pour les familles monoparentales mais principalement pour les femmes. Il faut absolument que tout ça s'accompagne des mesures d'individualisation des droits, d'automatisation des droits, etc. Okay. Et de relèvement des minima sociaux dont on a déjà parlé aussi. Mais en fait, ce que ça m'inspire, c'est que c'est hyper intéressant parce que si on prend la situation comme tu l'as dit de manière statique, de mon point de vue, ça serait plus efficace de cibler directement les personnes les plus précarisées et donc de ne pas passer forcément par l'allocation universelle. Mais tel que tu nous la présentes, en fait, et tu l'as déjà dit, mais c'est un projet global de société et qui permet de remettre en question pas mal de choses qui, selon moi, tournent pas rond dans notre monde. Et donc c'est hyper intéressant. Mais le revers de ça, c'est ce que je me dis, est-ce que c'est facile de mettre ça en pratique dans le contexte politique qu'on connaît, notamment dans le contexte européen, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique, elle s'intègre dans un marché européen avec ses règles, etc. Et qu'il y a tout un système de compétitivité entre les pays. Et donc comment tu vois ça? Comment ça peut s'intégrer? Alors, avant de passer au niveau européen, je voudrais juste redire un mot sur effectivement la complexité finalement des choses. Je pense fondamentalement que j'aurais pu faire un discours qui dit le revenu de base va favoriser ça va être émancipateur à tout point de vue, c'est un projet excellent et allons-y les yeux fermés. Je pense qu'on se renforce dans une proposition politique si on est capable de voir les potentiels écueils, de mettre les garde-fous autour et c'est pour ça que je suis chez Ecolo aussi, c'est parce que je pense qu'il y a un véritable projet de société cohérent et j'aimerais vraiment connaître le projet de société des autres partis parce que j'ai l'impression parfois qu'il y a vraiment des mesures qui sont proposées mais ici il y a vraiment un projet qu'est l'écologie politique et donc évidemment quand on veut proposer telle ou telle mesure, il faut l'accompagner des autres qui permettent de faire en sorte que l'ensemble soit cohérent et émancipateur, et qui répondent évidemment aux défis écologiques, etc. Donc ça c'est une première chose, c'est que je pense qu'on sort renforcé lorsqu'on connaît la complexité d'une idée, et c'est pour ça qu'on prend aussi le temps d'en parler comme ça maintenant, et qu'on n'est pas à coup de slogan en train de dire c'est l'idée magnifique ou bien c'est la pire idée du monde. Non, il y a des nuances à avoir. Mais évidemment, il y a la manière dont on pourra le mettre en place. Après, j'arrive à la question européenne, c'est évidemment la question du rapport de force. Qu'est-ce qu'on peut, dans le cadre d'un rapport politique, dans le cadre belge du compromis, etc., jusqu'où est-ce qu'on peut tout pousser? Et je pense qu'il faut rappeler qu'il y a évidemment déjà beaucoup de choses qui permettent d'avancer sur les questions sociales, individualisation des droits, relèvement des minima, automatisation des droits, etc., mais l'allocation universelle n'est pas juste un instrument de lutte contre la pauvreté. Et c'est ça l'avantage aussi de cette idée, c'est-à-dire que même s'il y aura potentiellement une mesure qui là sera plus efficace, une autre mesure qui là sera plus efficace, cette mesure-là permet d'avoir un impact positif sur un ensemble de choses assez larges. Et pour moi, c'est ça la force la plus importante de cette idée. Et là où il y a des risques, il faut trouver les mécanismes qui répondent à ces risques. Sur la question européenne, on a effectivement des économies qui sont imbriquées les unes aux autres. On a des modèles de sécurité sociale différents, des taux de chômage et des taux d'emploi différents. On a évidemment l'Union européenne est déjà fondamentalement, les économies sont déjà très liées à travers le marché unique, mais dans la zone euro, c'est d'autant plus le cas puisque les États aussi renonçaient à leur maîtrise de la monnaie. Et donc ont moins de levier aussi parfois pour faire face à des crises. Alors, il est essentiel là aussi, et ça fait partie du combat et du projet qui est porté par Ecolo, il est essentiel d'aller vers plus d'harmonisation fiscale, d'avoir un certain nombre de socles contraignants au niveau social, parce que l'Union européenne s'est dotée d'instruments juridiques
en termes de proclamation de droits fondamentaux, de droits sociaux. Récemment encore, il y a le socle européen de droits sociaux qui a été proclamé par le triangle institutionnel, le Conseil, le Parlement et la Commission. Mais ces droits ne sont pas contraignants. Et donc on a un déséquilibre fondamental entre la dimension économique de l'intégration européenne et la dimension sociale de l'intégration européenne. Le problème énorme qu'on a dans l'Union européenne sur les questions fiscales et sociales, c'est que on a des modèles très différents, donc des philosophies sous-jacentes qui sont très différentes, et donc une difficulté à s'entendre sur le modèle qu'on voudrait mettre en place potentiellement ensemble au niveau européen. Et pour ceux qui ont un modèle plus libéral, j'ai envie de dire, il y aura aussi un refus catégorique potentiellement d'avoir des contraintes sur les aspects sociaux parce qu'il y a une place beaucoup plus importante pour eux pour le marché, pour la concurrence, qui est quand même un principe phare au niveau de la construction européenne. Et donc il est essentiel de pouvoir répondre à ces logiques-là en intégrant dans les traités petit à petit, il y a énormément d'étapes qui sont possibles sur une forme d'harmonisation fiscale, ou en tout cas de coordination fiscale, et d'implémentation contrainte des principes en matière sociale qu'on a déjà définis. Et j'irai même plus loin. Et je pense qu'il faut lier la question des droits, par exemple le droit à une vie décente, en obligeant les États membres à avoir un seuil minimum de ressources octroyées par la sécurité sociale, par exemple le revenu minimum qui soit au niveau du seuil de pauvreté, et à côté de financer aussi un mécanisme de redistribution au niveau européen. Et ce financement peut se faire par une forme d'harmonisation fiscale aussi. Je pense à l'impôt européen sur les sociétés, qui éviterait drastiquement des problèmes de dumping fiscal. Aujourd'hui, une entreprise, une multinationale peut facilement arriver dans un État membre et faire un certain chantage en disant baissez vos taux de taxation, sinon je vais chez le voisin. Et puisqu'on sait que ça peut attirer de l'emploi, etc., même si ce n'est pas forcément le cas sur le long terme, on va avoir tendance à parfois se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres entre États membres. Alors que si on a un socle commun en termes d'impôts sur les sociétés, on évite déjà ce problème-là, et je ne crois pas que les multinationales qui veulent arriver dans le plus grand marché du monde vont forcément s'envoler pour aller ailleurs. Et alors, je terminerai par ça, quand je parlais de redistribution au niveau européen, on peut mettre en place un revenu de base européen. Ça, c'était l'objet de ma thèse, qui dit qu'on peut avoir un revenu de base d'un montant très faible, 200, 300 euros, qui serait financé potentiellement par l'impôt européen sur les sociétés, potentiellement par plus d'harmonisation sur la TVA, et on peut y rajouter aussi l'aspect encore problématique à ce jour de la taxe sur les transactions financières ou d'une taxe carbone au niveau européen. Si on a ça, on peut imaginer un modèle social à 2 étages. Un modèle national qui serait complété par un modèle européen. Et donc, même sans avoir un revenu de base au niveau national, le fait d'avoir un revenu de base européen, comme il est complètement inconditionnel, on ne demande pas aux modèles sociaux nationaux de s'harmoniser. Et donc on bypass, si je puis dire, on dépasse le problème des philosophies différentes. Pour autant qu'on est capable de se mettre d'accord sur le principe d'un revenu de base européen, bien entendu. Mais c'est pour dire qu'il y a des perspectives importantes, intéressantes, qui peuvent dépasser un peu les problèmes qu'on a. Et si évidemment celui-là est combiné à un revenu de base au niveau national, on fait d'une pierre deux coups, notamment pour répondre aussi aux questions de l'inflation au niveau européen, qui est réglée par la Banque Centrale Européenne, qu'on ne peut plus régler au niveau national de la même façon qu'avant, et toute une série d'autres mécanismes que je serais ravi de discuter une prochaine fois. Ça sera avec plaisir. Écoute François, un mot de la fin pour clôturer cet entretien ? Je pense qu'il y a une chose fondamentale à retenir. Le revenu de base n'est pas la panacée. Personnellement, je ne défends pas l'idée qu'on ait un droit à un revenu de base. Je pense qu'on a un droit inconditionnel à une vie décente et que le revenu de base est un moyen d'accéder à ce niveau de vie décente.
et que la façon dont on va l'encadrer lui donnera son plein pouvoir émancipateur, que c'est une mesure qui peut toucher à un certain nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aspects positifs, et que c'est ça sa force, c'est de pouvoir toucher à beaucoup de choses en même temps, pour autant qu'il soit bien intégré. Et je pense que la proposition d'Écolo est un très bon point de départ, qui, même s'il est insuffisant pour vivre à lui seul, s'intègre dans un ensemble de mesures qu'il faut elles-mêmes encore réformer au niveau de la sécurité sociale, qui s'intègre dans un projet de société post-croissance, solidaire et émancipateur, et que je pense que c'est ça notre force. D'accord. Merci en tout cas d'être venu ici discuter avec moi. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Salut.